Je suis Abdelkarim Dembélé, hématologue, et mon propos va s'articuler autour de quelques aspects pratiques du syndrome thoracique aigu. Alors, cette diapo est juste pour fixer le cadre nosologique et clinique du syndrome thoracique aigu, qui est l'une des complications sévères de la drépanocytose qui peut rapidement aboutir au décès du patient. Et dans sa définition actuelle, le syndrome thoracique aigu regroupe un ensemble de symptômes ou signes cliniques respiratoires associés à une nouvelle imagerie pulmonaire radiologique. Alors, elle est jolie cette définition car elle a le mérite de rendre cette entité beaucoup plus homogène pour les études cliniques, mais la qualité de l'imagerie réalisée et le retard radioclinique ne permettent pas toujours d'avoir un diagnostic radiologique initial de certitude. En réalité, la clinique suffit au diagnostic et surtout dans un contexte à ressources limitées, notamment lorsqu'un nouveau foyer de crépitant ou un souffle tubaire d'une ou des deux bases apparaît, associé à une augmentation de la fréquence respiratoire, même sans confirmation radiologique. À l'inverse, il faut savoir qu'une douleur thoracique isolée sans anomalie radiologique ni auscultatoire ne peut suffire au diagnostic de syndrome thoracique aigu, tout simplement parce qu'il peut s'agir d'une crise vaso-occlusive costale ou sternale isolée. Les facteurs de risque classiquement identifiés concernant la survenue d'un syndrome thoracique aigu sont le génotype SS ou S-bêta-0-thalassémie, un antécédent d'hospitalisation pour crise vaso-occlusive ou syndrome thoracique aigu. L'existence d'un asthme serait également un facteur de risque chez l'enfant, de même que le tabagisme chez l'adulte. Le contexte de chirurgie récente et la grossesse sont des facteurs de risque importants de syndrome thoracique aigu. Et parmi les facteurs de risque biologiques, on retrouve un taux d'hémoglobine fœtale bas, notamment inférieur à 5%, une hémoglobine de base élevée ou une hyperglycocytose de base. De même, les médicaments utilisés avec précaution chez le drépanocytaire potentiellement inducteurs de crises vaso-occlusives sévères, crises pouvant se compliquer de syndrome thoracique aigu, ces médicaments doivent être connus. Il s'agit des corticoïdes, de l'aspirine à forte dose, les benzodiazépines, les diurétiques ou encore les morphiniques à forte dose. Un focus sur les crises vaso-occlusives qui précèdent ou accompagnent la majorité des syndromes thoraciques aigus. Les facteurs déclenchants de ces crises doivent être recherchés systématiquement et toute crise vaso-occlusive peut se compliquer du syndrome thoracique aigu, en particulier les crises vaso-occlusives de localisation thoracique, rachidienne, lombaire, ou les crises localisées aux membres, au bassin ou à l'abdomen. Enfin, un facteur important à mon avis, mais qui est très peu considéré en pratique, il s'agit du contexte d'hospitalisation ou d'accueil des patients, notamment les salles d'hospitalisation ou d'attente qui ne sont pas bien aérées en période de forte canicule avec une chaleur suffocante, mais aussi un état d'angoisse iatrogénique, c'est-à-dire induit par l'attitude des soignants à l'origine d'un cercle vicieux de stress chez des patients qui ne se sentent pas écoutés ou en tout cas mal compris, ce qui n'est pas sans conséquence sur la relation entre les soignants et les malades. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc la question est, est-ce qu'on peut prédire le syndrome thoracique aigu justement pour l'éviter, puisqu'il constitue, comme vous le savez, une cause importante de mortalité dans le monde et particulièrement en Afrique. Euh, cette hypothèse est confortée par le fait que la plupart du temps, en fait, le syndrome thoracique aigu apparaît en cours d'hospitalisation, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'étude de Vichinski, qui est une des plus grosses séries sur le syndrome thoracique aigu, elle apparaissait en moyenne à 2,5 jours, ce qui permettrait peut-être justement à l'arrivée aux urgences de pouvoir prédire et éventuellement changer le cours de la crise pour ne pas qu'elle s'aggrave. Ici, vous avez par exemple
des radiographies jour après jour d'un patient qui arrive avec une crise vaso-occlusive non compliquée et qui, en fait, très rapidement va évoluer vers un syndrome thoracique aigu sévère nécessitant la réanimation. Une étude américaine qui incluait des enfants et des adultes jeunes avait montré qu'avec la spirométrie incitative, principalement basée sur des exercices d'autokiné respiratoire en inspiration, contrairement par exemple à la BPCO où c'est plus en expiration, on pouvait réduire l'incidence de ces syndromes thoraciques aigus. Cependant, il y a une étude qui a pris à peu près la même méthodologie, mais chez l'adulte, et qui est une étude négative néerlandaise qui a été publiée un peu plus récemment. Nous continuons, nous, à faire la spirométrie incitative parce que ça ne peut pas faire de mal et surtout, c'est intéressant pour lever les atélectasies qui réduisent justement l'hypoxie dans certaines zones du poumon mal ventilées. Un autre élément important à connaître, c'est ce qui a été montré par une étude systématique par un jeu scanner des syndromes thoraciques aigus sur notre hôpital, c'est qu'environ 20% des patients vont avoir une thrombose pulmonaire in situ. Malheureusement, on n'a pas actuellement de score suffisamment robuste pour savoir quels sont les patients pour lesquels il est impératif de la dépister. On ne peut même pas affirmer en fait la nécessité absolue de pouvoir les dépister pour les traiter. On sait que quand c'est très proximal, il faut un traitement anticoagulant. Quand c'est un peu plus distal, ça reste débattu. Sachez néanmoins que justement, par exemple, le génotype SC est plus favorable à ces thromboses, comme ça a été montré d'ailleurs plus tard au moment des épisodes de Covid. On sait également qu'il y a des facteurs de mauvais pronostic du syndrome thoracique aigu et en particulier des antécédents cardiaques, des chiffres de plaquettes élevés et puis bien évidemment l'importance de l'étendue de l'atteinte du syndrome thoracique aigu, ce qui paraît logique. On sait également que pendant le syndrome thoracique aigu, s'il y a une augmentation des pressions artérielles pulmonaires, on a un risque au moment du syndrome thoracique aigu de décès, mais également dans les mois qui suivent. Et donc important pour des syndromes thoraciques aigus sévères de pouvoir faire une échographie cardiaque, ne serait-ce que pour prendre ces mesures de pression d'artère pulmonaire qu'on peut également associer à une augmentation tout simplement de la vitesse de régurgitation tricuspidienne au-dessus, dans ce cas-là, de 3 mètres secondes. Je vous disais qu'on peut essayer éventuellement de prévenir l'apparition du syndrome thoracique aigu, en tout cas prédire son risque. Et c'est ce que nous avions fait en monocentrique sur une étude portant sur 250 patients à Henri Mondor. Et nous avions obtenu un score qui finalement était relativement simple et qui était basé sur des critères biologiques de routine, comme principalement les réticulocytes, l'hémoglobine et les leucocytes, auxquels on rajoutait une échelle catégorielle. Alors ça, c'est vraiment les éléments qui sont sortis en analyse multivariée, puisqu'en analyse univariée, il y avait beaucoup plus de paramètres introduits. Et vous voyez que ce score est très intéressant sur sa valeur prédictive négative, qui est de 98,9%, c'est-à-dire de ne pas faire de syndrome thoracique aigu. On a donc voulu valider ce score à la fois chez l'adulte et chez l'enfant, en Europe et en Afrique. L'étude est terminée côté adulte et est en voie de bon accomplissement en pédiatrie. Et cette étude, qui a été donc menée au Mali, au Togo, en France, en Grande-Bretagne et en Belgique, a permis d'inclure pour les adultes 419 patients qui arrivaient avec un syndrome thoracique aigu sévère dans les unités d'accueil d'urgence et pour lesquels on a fait donc le suivi, l'analyse du score et le résultat a permis de conclure que la valeur prédictive négative reste excellente de ce score-là. Et on peut donc, quand le score est négatif, c'est-à-dire avec une valeur inférieure à 5, dire que le risque de développer un syndrome thoracique aigu est extrêmement faible. On l'a appliqué en fait depuis la pandémie Covid de façon à pouvoir renvoyer au domicile avec un nouveau parcours de soins
permettant d'associer un suivi infirmier, des perfusions, de la morphine à domicile, de l'oxygène et un suivi médical à distance par télémédecine. Et on est actuellement à 200 patients pris en charge. Ici, je vous montre en gros les données de février à février sur 2 ans. Et on voit qu'on a pu prendre en charge ici 174 crises vaso-occlusives et que sur ces 174, on a eu 21 patients qui sont revenus à l'hôpital, 3 en fait seulement pour des syndromes thoraciques aigus. Et en fait, parmi ces 3, il y en avait 2 qui avaient un score élevé et qu'on avait mis malgré tout dans le suivi parce qu'en fait, il n'y avait pas de lit d'hospitalisation. Ce qui montre qu'en gros, on a eu un seul syndrome thoracique aigu sur ces 174 crises qui finalement n'avaient pas été dépistés. L'avenir pour nous, c'est l'amélioration du score par intelligence artificielle, ce qui est déjà fait en fait, et on va commencer à tester ce nouveau score qui est à la fois plus performant en nombre de patients avec un faible risque, mais également qui est nettement meilleur sur la valeur prédictive positive. Et ça va être extrêmement intéressant parce que si on a un patient pour lequel on sait que la crise va déboucher sur un syndrome thoracique aigu avec une forte probabilité, on va aller vers des protocoles d'intensification thérapeutique, dont le premier qui vient en tête, c'est celui des échanges transfusionnels pour les malades qui sont à faible risque. Pardon, j'ai mis de STA, mais là, ce n'est pas de STA, c'est de DHTR, c'est-à-dire d'hémolyse post-transfusionnelle retardée. Et donc, ces malades pour lesquels on sait qu'ils peuvent développer le syndrome thoracique aigu et qui peuvent être échangés, on peut imaginer de faire cet échange finalement à l'arrivée, ou éventuellement de biothérapie ciblée le plus tôt possible, parce qu'à mon avis, plus tard, c'est trop tard, comme par exemple les anti-L6, anti-L1, anti-C5, etc. Je vous remercie pour votre attention.